Vous savez en quelle année a été lancée la première fusée de Kourou, le centre spatial de Guyane? En quelle année a été lancée la première fusée? 1968. Et vous savez comment elle s'appelait, cette première fusée? Non, pas Ariane. Comment? Merci. Il y a des gens cultivés dans la salle. Elle s'appelait Véronique. C'est la contraction de Vernon Électronique. Vernon Électronique, c'était l'entreprise qui travaillait sur le programme de cette fusée. C'est une entreprise basée dans l'Eure. Bonjour à tous. Je m'appelle Véronique et 1968, c'est mon année de naissance. En 2019, j'explose en plein vol. Burn-out, divorce, cancer en l'espace de 4 mois. Je rentre après le repas partagé avec des collègues. Rien. Je sais plus. Devant moi, je vois comme un filin de funambule. À gauche, je tombe. À droite, je tombe. Le filin, je vois pas à quoi il est attaché. Je me dis que si j'essaye encore, je vais y arriver. Et je tombe. Ça fait des années que je pleure plus et je m'écroule en larmes. J'arrête plus de pleurer. J'essaye de reprendre mes émotions de mon esprit. Je retourne dans le couloir, le bureau de mon chef, et je lui dis « Je peux plus ». Il me dit « Je comprends ». Extinction en peur. Le diagnostic, c'est syndrome d'épuisement professionnel. Du jour au lendemain, j'ai tout coupé. Les contacts avec les collègues, le téléphone portable, l'ordinateur. Je n'étais plus capable de passer devant le site de mon travail. Ça me créait une telle angoisse que je fermais les yeux. C'était tout juste si je n'arrêtais pas de respirer. J'avais perdu toute confiance en moi. Je me sentais vide à l'intérieur. Pourtant, je sentais qu'il y avait quand même une petite flamme. On dit que pour un membre cassé, il faut 42 jours pour consolider. Pour un burn-out, il faut autant de temps pour s'en remettre qu'il a fallu de temps pour y sombrer. Moi, je pense que ça a duré 5 ans. Au bout de 3 ans, après ce burn-out, j'ai essayé de reprendre une activité professionnelle. Lancement avorté. En fait, moi, ce que je voulais, ce que je ressentais, ce dont j'avais besoin, c'était de partir seule, à vélo, faire des rencontres. Ça a germé depuis quelque temps dans ma tête. J'avais rencontré l'association qui promeut la reprise d'activités douces pour éviter les récidives de cancer. Avec cette association, j'ai fait différentes activités, dont du vélo. On partait à la demi-journée, à la journée. J'ai rencontré des copines. On a fait des sorties ensuite sur des voyages beaucoup plus longs. On a fait Chambéry-Strasbourg, on a fait Chambéry-Vincennes. Et puis entre copines, on a même décidé de partir seules, en dehors de l'association. On est parti à 6 au Mont-Saint-Michel, à 5 en Bourgogne,
à 4 en Bretagne, à 3 au Mont Ventoux, à 2 à Orléans. En 3 mois, cet été, j'avais décidé que je partirais seule à vélo, sillonner les routes de France et rencontrer des gens, faire des rencontres. Rencontrer des gens, en particulier ceux qui nous nourrissent, qui prennent soin de la terre. Je faisais du woofing. Vous savez, on vit et on apprend dans des fermes paysannes. Alors, après cette expérience, j'avais envie de la partager. Je me suis dit, je vais faire une conférence. Et quand j'ai parlé de ça, on m'a dit que c'était pas suffisant pour faire une conférence gesticulée. Alors, j'ai réfléchi et je me suis dit, je vais peut-être faire en fait quelque chose sur la raison pour laquelle je suis partie à vélo après un burn-out. Je vais aborder ça. Enfin, je ne vais pas l'aborder. Je vais m'y confronter. Parce que j'ai travaillé. J'ai travaillé 30 ans dans l'industrie pharmaceutique. J'étais statisticienne. Je travaillais dans les essais cliniques. Et puis après, j'ai pris des fonctions de manager que j'ai exercées pendant plus de 15 ans. J'ai adoré travailler. J'ai kiffé travailler. J'ai vraiment pris du plaisir. Et puis j'en ai bien profité aussi. Après mon burn-out, j'ai décidé rapidement de quitter cette entreprise. Il m'a fallu plus de temps pour comprendre que je ne pouvais plus travailler dans un système qui faisait souffrir des individus au détriment de la planète en faisant du profit. Alors, je suis triste et puis je suis en colère. Je suis triste parce que moi, j'ai toujours essayé de faire mon boulot comme il faut, d'être une bonne élève, de faire ce qu'on me disait. Et c'est moi qui me suis retrouvée à terre, éjectée du système. Et puis je suis en colère parce que quel gâchis. Et quel gâchis des gens qui, comme moi, ont encore des choses à apporter à la société et qui sont plus en capacité de travail. Parce qu'ils sont cassés, ils sont cabossés. Comment des gens qui, comme moi, des pros qui ont travaillé pendant 30 ans, sont obligés d'en arriver à se casser la figure pour commencer à faire un lien entre l'organisation du travail dans un système capitaliste et ce qui m'arrive. Et à qui profite ce manque de questionnement? Alors, je vais vous parler de l'organisation du travail dans une grande entreprise internationale et puis de la pression invisible qu'elle exerce sur les salariés au détriment de leurs besoins, en parlant beaucoup plus de processus, d'outils, de dispositifs, pour son objectif, le profit. Alors je vous embarque dans une capsule spatio-temporelle pour un voyage vers l'inconnu, ou pas. Et notre mission, ça va être de découvrir l'évolution de l'entreprise dans laquelle j'ai fait toute ma carrière, de voir les changements néfastes qui se sont mis en place au cours du temps, et puis d'essayer de comprendre le rôle ingrat des managers qui souffrent et qui font souffrir. Décollage? Alors, je vous ai dit que j'ai travaillé en tant que statisticienne dans les essais cliniques. En 2 mots, ou 3, j'ai aidé les médecins qui travaillaient avec moi à traduire leur hypothèse médicale en hypothèse statistique pour ensuite calculer la taille de l'échantillon, le nombre de personnes qu'il allait falloir inclure dans l'étude clinique, identifier les méthodes statistiques qu'il allait falloir appliquer. Je travaillais avec des personnes qui constituaient la base de données qui allait recueillir les données cliniques pour qu'on soit en phase entre la structure de la base et le type d'analyse clinique que j'allais faire. Et puis quand toutes les données cliniques de l'essai clinique qui avait eu lieu étaient prêtes, après la programmation, je faisais l'analyse statistique, j'interprétais les données et je contribuais à la rédaction du rapport. La vision de l'entreprise que j'ai intégrée, c'était un monde dans lequel personne ne souffre d'une maladie évitable par la vaccination. C'est porteur. Moi, j'étais fière de contribuer à ça.
de contribuer à une entreprise qui avait une vocation de soigner les gens ou d'éviter les maladies. Puis une grande entreprise, c'est aussi des possibilités d'évolution. On a la possibilité de changer de fonction plusieurs fois. Moi, j'ai eu la chance de faire différents métiers et je suis même partie 3 ans aux États-Unis. Et puis travailler dans un environnement scientifique, c'est technique, c'est valorisant, c'est intéressant, c'est stimulant. Le dernier poste que j'ai occupé, c'était responsable exécutif du département analytique de la R&D. Alors oui, effectivement, c'est plus des statistiques, hein, c'est beaucoup plus général. J'étais dans un département de 300 personnes, basé en France, au Canada, aux États-Unis, et en tant qu'adjointe du directeur du département, je m'occupais de coordonner et de piloter des différentes activités comme le suivi du budget, les objectifs du département, les initiatives d'amélioration continue, bref, voilà, un certain nombre de choses passionnantes. C'est pas le poste que j'ai préféré. Le poste que j'ai préféré, en fait, c'est mon premier poste de manager. J'étais un manager de terrain. Alors, moi, j'avais pas de plan de carrière du tout. Je faisais mon boulot, j'étais contente, j'avais pas prévu de changer de poste. Et on m'a proposé de prendre la place de mon chef. Alors, j'ai un peu réfléchi. Je me suis dit, youpi, il s'en va. Parce que ça se passait pas forcément top avec l'ensemble de l'équipe. Et puis, j'avais un peu les pétoches. Est-ce que j'allais être à la hauteur? Alors, j'ai décidé d'y aller. Et puis, je me suis dit, de toute façon, il y a au moins un truc que je ferais, c'était tout ce que je lui reprochais de ne pas faire. C'était un sacré défi, hein, quand même, parce que je devenais chef de mes collègues, des gens avec qui je travaillais auparavant. C'était un défi, mais je pense qu'on l'a relevé. On a formé une belle équipe. Moi, les équipes, je connais parce que j'ai été joueuse de basket. J'ai été entraîneuse, entraîneur aussi, entraîneuse. Allez, j'assume. Entraîneuse d'une équipe de basket. Alors, bon, nous, on maîtrise la technique, on connaît chacun notre rôle, on connaît le rôle des autres, on a un objectif commun, donc on va y aller ensemble, et puis si possible, avec plaisir. Pour moi, c'est ça la conception du management. C'est être proche des gens, c'est connaître une technique, une activité, et c'est contribuer au projet collectif. J'ai fait toute ma carrière dans la même entreprise. Elle a changé de nom 5 fois. Je suis rentrée dans une entreprise qui s'appelait l'Institut Mérieux, près de Lyon. Moins de 1000 personnes. Mérieux, c'était un des élèves de Pasteur. Et puis, on a racheté une entreprise qui s'appelait l'Institut Pasteur Production. À pas confondre avec l'Institut Pasteur. L'Institut Pasteur Production faisait déjà des vaccins. On a changé de nom. Pasteur, Mérieux, sérum et vaccin. Et puis, on a racheté une entreprise canadienne cette fois-ci, et aussi basée aux États-Unis. On est devenu Pasteur, Mérieux, Connote. Et puis là, c'est Rhône Poulenc qui commence aussi à se diversifier, acteur de la chimie, qui commence aussi à travailler dans la pharmacie, qui nous rachète. On devient Pasteur, Mérieux, Connote... Non, on change pas de nom. Et puis ensuite, Rhône Poulenc fusionne avec Hoechst. On devient Aventis. Aventis, Pasteur. On a perdu Mérieux dans la bataille déjà. Et là, on est la branche vaccin de Aventis. Et puis ensuite, Sanofi, qui vient de racheter Synthélabo, rachète Aventis. On devient Sanofi, enfin Sanofi Pasteur, la branche vaccin de Sanofi.
Alors pendant toute cette période, il y a une fonction qu'on a beaucoup fait fonctionner, c'est les imprimeurs, parce qu'on a changé nos cartes de visite et nos papiers en tête pour tous les types de changements qui ont été opérés. En 2022, Sanofi change encore son image. Elle veut s'alléger. Et donc, ça devient Sanofi pour tout le monde. La spécificité du vaccin disparaît. La spécificité des maladies rares disparaît. Un seul groupe, Sanofi. Ça veut dire que les gens qui travaillaient dans ces spécialisations comme le vaccin ont perdu leur identité. Leur métier, il est très spécifique. Donc il y a une déspécialisation des métiers. Un scientifique dans le domaine des vaccins, c'est pas la même chose qu'un scientifique dans le domaine des médicaments. Les vaccins, c'est du vivant, les médicaments, c'est de la chimie. Vous vous rappelez la vision de l'entreprise initiale, c'était un monde dans lequel personne ne souffre d'une maladie évitable par la vaccination. Alors j'ai recherché aujourd'hui la vision de Sanofi. Ben, il n'y en a pas. Il n'y en a plus. À moins qu'il n'y en ait qu'une seule qui soit une vision financière. Tadam! À vos buzzers. Question pour une championne. Top, au milieu des années 90, il y a eu plus de 200 opérations de rapprochement dans l'industrie pharmaceutique. Ciba, GG et Sandoz deviennent Novartis, AstraZeneca se rapprochent. Glaxo qui a racheté Wellcome fusionne avec SmithKline et Bisham pour devenir GSK. Pfizer qui a racheté Pharmacia, qui a racheté Upjohn, rachète Wyeth. Je suis. Beup. Ah, perdu. C'était la mondialisation. Ouais, on perd beaucoup avec la mondialisation. Alors, on est passé, à partir des années 80, d'une économie de production à une économie financiarisée. Et c'est ce qui a permis à de grosses entreprises de se développer, comme Sanofi, il y en a eu d'autres. Sanofi, pour vous donner un ordre de grandeur, en France, c'est 22 000 employés. Sur le monde entier, c'est 88 000 employés. Et c'est un chiffre d'affaires en 2023 de plus de 43 milliards d'euros. Alors, moi, les chiffres, j'ai du mal à me situer. 43 milliards, déjà. Milliards, on ne sait plus se situer quand c'est des grosses sommes. 43 milliards d'euros, c'est 4 fois le budget de la justice en 2025. Donc voilà. Si des grands groupes comme Sanofi peuvent se développer et, par exemple, partir à l'international, c'est grâce au néolibéralisme. Sanofi se développe, Sanofi envoie des activités en Inde et envoie des activités se faire en Chine aussi. Merci, le néolibéralisme. C'est le libre-échange. Il n'y a plus de barrières douanières. C'est la dérégulation des marchés nationaux qui permettent de bénéficier des meilleures législations, en l'occurrence de payer des employés moins chers. Et puis, c'est une réduction de l'implication de l'État dans l'économie, dans la sphère économique. Faire du profit, c'est ça l'objectif de l'entreprise. Faire du profit au détriment de la planète et des employés. Et d'ailleurs, les employés, on n'est plus des humains. On est des ressources, ou on est des ETP, équivalent temps plein. Et les managers, au lieu de s'occuper d'une activité de production, qu'elle soit de biens ou de services, deviennent des gérants d'équipes qui ont des objectifs à atteindre, des objectifs de rentabilité. Alors en R&D, qu'est-ce qu'on fait? Je suis en recherche et développement et il faut savoir qu'en recherche et développement, il y a plus d'échecs que de succès. C'est comme ça, c'est le principe, quand on cherche, on ne trouve pas toujours. Et pour autant, dans les grandes entreprises, l'échec, il n'est pas valorisé. On cherche à être rentable, à faire en sorte que ce qu'on fait produise des biens pour ensuite les vendre. Pour autant, lorsqu'on fait de la recherche scientifique, ça a une valeur.
Si c'était un commun, quelque chose qui est exploité, géré et partagé par tous, ça permettrait de ne pas perdre de temps, donc de ne pas perdre d'argent, parce qu'on voit donc d'autres sociétés, des compétiteurs, qui vont travailler sur la même chose, parce que ces informations sur les échecs, elles ne sont pas partagées. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour développer un vaccin? C'est juste pour vous donner des notions d'ordre de grandeur. En fait, si on recherche un vaccin sur une nouvelle pathologie, globalement, il va falloir travailler sur 1000 substances au départ pour qu'il en reste 100 d'intérêt, à partir desquels on va faire des tests chez l'animal. Pour qu'il en reste 10 qui montrent un intérêt, pour ensuite être testés chez l'humain. Et chez l'humain, ça prend du temps. On fait des études de phase 1, de phase 2, de phase 3. Globalement, ça prend en moyenne 15 ans. Je suis restée 30 ans dans cette société. J'ai vu la sortie d'un vaccin, parce que j'ai vu ce qui se passait depuis le début jusqu'à la fin. Un vaccin, c'était le vaccin contre la dengue, donc une maladie tropicale transmise, dont le virus est transmis par les moustiques. 15 ans, un produit. Moi, j'ai découvert un produit, il se fabrique en moins d'une semaine. Et il est super bon. En woofing, je suis allée en Bretagne, chez Anne et Jean-Michel, dans une bergerie, dans une chèvrerie. Il ne faut pas confondre. Anne, elle élève un troupeau de 17 chèvres. Et j'ai vraiment été accueillie d'une manière très chaleureuse. Il y avait de la chaleur humaine, il y avait même de la chaleur animale, parce que les biquettes, c'est vraiment top. J'ai fait plein de choses, j'ai appris beaucoup de choses. Évidemment, à traire les biquettes, à faire du fromage, à travailler aussi dans les champs pour planter des haies. Et puis garder aussi les chèvres, parce que en Bretagne, vous le savez sûrement, il y a des loups. Et ils veulent pas de patou, parce qu'un patou, ils aiment pas les chiens. Et puis pour 17 chèvres, ils trouvent que c'est pas intéressant. Et chez eux, j'ai vraiment appris plein de choses, et notamment que on pouvait avoir une production de lait de chèvre sans avoir forcément une production de chevreau en parallèle. Alors forcément, s'il y a du lait, c'est parce qu'il y a eu un chevreau. Mais il peut se passer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ans. Une des chèvres, il y avait 7 ans qu'elle n'avait pas fait de petit. Et elle continuait à produire du lait. Jean-Michel allait sur les marchés vendre des fromages. En une semaine, ils étaient produits, un peu plus si vous les aimez plus affinés. Il y avait aussi quelque chose d'autre qui était très intéressant, c'est qu'il y avait chez les chèvres un phénomène, ils appelaient ça, c'est l'immaculée lactation. En fait, il y a des biquettes, elles n'ont jamais vu le bouc, et elles se mettent à produire du lait sans aucune stimulation. C'est fou, hein? Bref, revenons à nos moutons, non, nos vaccins. Avec ces différentes fusions, ces rachats, forcément, on sentait qu'il y avait du changement. Mais on sentait aussi que les directeurs de la division vaccins, ils essayaient de résister. Par rapport à Sanofi, ils essayaient justement de dire oui, mais le vaccin c'est différent, donc laissez-nous tranquilles. On était le village gaulois dans un monde envahi par les Romains. Ça n'a pas duré longtemps. À partir des années 2010, on sentait que vraiment Sanofi prenait la place qu'ils avaient décidé de prendre, et de ce fait, des changements allaient s'opérer. Oui, il faut être rentable. Hein. On est dans un monde capitaliste, vous le savez. Un certain nombre, qui est petit, de personnes possèdent les moyens de production, et un grand nombre d'individus vend sa force de travail à ces gens, puisqu'ils n'ont rien d'autre. Et ces entreprises sont en compétition les unes avec les autres. Donc pour rester en lice,
il faut continuer à investir, donc vendre des actions à des actionnaires pour avoir les moyens de rester sur le marché. Et donc, s'ils ont des actionnaires, il faut qu'ils augmentent leurs profits. Et le profit sera versé sous forme de dividendes, ne sera pas forcément versé aux salariés, aux employés qui sont pourtant ceux qui sont à l'origine de ce profit. On nous dit qu'il n'y a pas d'autre choix. Thatcher, there is no alternative. Il n'y a pas d'autre choix que la mondialisation, le capitalisme, les marchés, et que c'est quelque chose qui est bénéfique pour nous. Et que si on choisissait autre chose, mais on courrait à l'échec. Alors, il y a une forme économique, évidemment, au capitalisme, mais il y a aussi une autre forme plus générale qui est idéologique ou culturelle. Quand je vous parle de cette définition du capitalisme d'un point de vue économique, ça fait pas rêver, hein. Et pourtant, on est dedans, on y est. On est plus ou moins formaté avec un mode de fonctionnement, de consommation qui fait que on y participe. Le travail, par exemple, on lui a donné une valeur, il est valorisé moralement et socialement depuis longtemps. C'est quelque chose d'important, tout le monde le sait. D'ailleurs, si je vous demande des expressions, vous avez des expressions qui valorisent le travail ou qui sont en rapport avec le travail? Le travail, c'est la santé. C'est autre chose. L'oisiveté est mère de tous les vices. Ouais, par exemple. Bref, il y a plein d'expressions comme ça qui sont là pour nous dire que il faut se bouger, quoi. Le travail, c'est quelque chose de très très important. À la fin de mon premier arrêt maladie à la suite du burn-out, quelqu'un de pourtant très proche m'a dit « Bon, il va peut-être falloir que tu y retournes. » Alors, s'il y a des gens dans la salle qui ont fait un burn-out, ils savent la violence de ces propos. Et puis, pour ceux qui n'ont pas fait de burn-out, vous vous débattez déjà parce que vous êtes sous l'eau et vous gardez difficilement la tête au-dessus de l'eau. Et ce genre de propos, ça vous aspire vers le fond. À la suite de mon deuxième arrêt maladie, j'ai eu ce même propos à nouveau. Il va peut-être falloir que tu y retournes. Alors, c'est impensable dans notre système, dans notre société, de ne plus aller travailler, quel que soit l'état dans lequel le travail vous met. Dans ces changements qui se sont opérés, il y a des changements qui étaient quand même super intéressants au départ. Puisqu'on devenait un groupe beaucoup plus important, il fallait qu'on se rencontre, qu'on se connaisse, et puis qu'on comprenne comment les gens travaillaient, quelles méthodes ils utilisaient, quels outils ils utilisaient aussi. Et puis, de ce fait, on nous demandait d'essayer d'harmoniser nos méthodes. Alors là, il faut que je vous dise quelque chose. Je m'arrête juste 30 secondes. Le burn-out, même si je dis que je m'en suis remise, il y a encore des trucs qui me sont difficiles. On peut parler de trauma, mais j'ai du mal pour certaines choses à me replonger dans mes souvenirs de ce monde de folie qui m'a conduit au burn-out. Et je sais que pourtant, il va falloir que je vous explique des choses pour que vous compreniez mes propos. Alors, j'utiliserai l'analogie avec l'équipe de basket. Et puis, il y a autre chose que je voudrais vous dire. Des fois, je souris et je vous parle de choses graves. Ou alors, des fois, je ne montrerai pas d'émotions particulières alors que je peux être en colère et les propos, en tout cas, le mériteraient. Donc, c'est comme ça. On fera avec. Alors, l'harmonisation. Alors,
Vous êtes super là, les maillots, les baskets, c'est génial. Les chaussettes, on a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Super. Ludivine, t'as du fuchsia. Est-ce que, je sais que c'est une couleur que t'adores, t'aurais un peu plus clair, parce que alors là, l'harmonie, elle serait top. Ouais, t'as ça? Super. Ça, c'est harmonisé. Et puis, ça convient, c'est un changement mineur. Alors, vous savez, on a un sponsor. Ouais, il nous achète les chaussettes, toutes bleues, en synthétique. Ouais, je sais, Michel, t'es allergique. Ben, tu feras quand même avec, hein. On n'a pas le choix. Ça, c'est la standardisation. Finalement, il n'y a pas beaucoup de gens qui seront contents, mais c'est comme ça qu'il fallait faire. Alors, la standardisation, l'optimisation, c'est ce qu'on nous a demandé. Il fallait être rentable, donc il fallait pas continuer à faire les choses de manière différente. Et là, on était aidés, parce que dans les grandes entreprises arrivaient des nouvelles méthodes pour optimiser. Alors souvent, elles venaient du Japon. On a vu du Six Sigma, du Lean Management, du Scrum, bref, il y avait plein de choses. Et nous, on était formés, donc c'était bien, on apprenait des choses nouvelles pour pouvoir optimiser nos méthodes. Beaucoup de ces méthodes, elles venaient du Japon. Vous savez, au niveau des conditions de travail des salariés, sont au top. Et puis au Japon, ils ont inventé aussi un autre truc, j'aime bien. Le kintsugi. Il y a des gens qui connaissent? Voilà, donc des objets qui ont été cassés et on les répare avec de la poudre d'or pour mettre en valeur leurs failles. C'est japonais. Comme les méthodes d'optimisation qui cassent. Alors l'optimisation, des fois ça allait vite. Il fallait améliorer, optimiser. Et puis on avait à peine amélioré qu'on nous demandait aussi, à nouveau d'améliorer. C'était la méthode Kaizen. En fait, c'est l'amélioration continue. Vous avez un problème sur un processus, ben vous allez travailler dessus pour plus avoir de problème. Vous n'avez pas de problème sur un processus, tout roule, ben vous allez travailler dessus quand même pour essayer de l'améliorer. Et puis, voilà, on change en permanence. Bon, alors, on est juste avant le match. Là, ça va, vous êtes chaud? Ouais. Alors, vous vous rappelez des combinaisons de jeux là qu'on a vues, hein, combinaisons, comment on va jouer ensemble. Ouais, on a passé toute la soirée d'avant-hier à répéter ça. C'est bon, ben, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui en match. Hein. Allez, 1, 2, 3, on y va. Le match commence. 3 minutes après, temps mort. Allez, allez, vous venez tous là. 1 minute pour récupérer, et puis moi, je leur donne quelques consignes. Alors, en fait, là, je vais vous donner une nouvelle consigne. En fait, non, on va plus faire comme ça, on va faire autrement. Vous n'avez pas eu le temps? Mais je sais que vous n'avez pas eu le temps de le faire. Mais justement, je vais vous montrer une nouvelle méthode. C'était ça, en fait. On améliore, on commence à gérer quelque chose, et puis on a à peine le temps de le mettre en place qu'il fallait à nouveau changer et mettre en place une nouvelle technologie, une nouvelle façon de travailler. Je viens de l'Occitanie, je vais dans la Creuse et je rencontre Aurélie qui élève des volailles et puis elle produit des pleurotes aussi. Une super expérience. On s'est au téléphone quelques temps après et elle me dit ah, c'était super les mois que tu as passé chez nous. Ah, je dis mais je suis restée que 3 semaines hein, et elle pensait que j'étais restée que 3 mois parce que on a vraiment relié une amitié importante et ben voilà, on avait fait connaissance et c'était chouette. Avec elle, j'ai fait la tombe des moutons. Et c'est quelque chose que je connaissais pas. Alors, elle n'élève pas des moutons, mais son père, oui. Et elle m'emmène. Hein, il y avait un petit troupeau de 30 bêtes. Et elle m'explique, voilà, ils sont dans l'enclos. Nous, notre activité, ça va juste être de les attraper, de les mettre sur le dos et de la porter jusqu'à la tondeuse. Ok. En fait, elle me montre comment faire. Et globalement, c'est un peu une prise de judo. Qu'on réussit du premier coup ou pas. Bon, moi, ça va, je suis assez costaud, je dis, ça va le faire. Au bout d'une dizaine de bêtes,
Il y a la tondeuse qui nous dit, oui, la tondeuse, un tondeur, une tondeuse. Hein, c'est pas la machine électrique qui nous parle. Hein. Elle nous regarde parce qu'elle faisait le travail en continu. Elle n'avait pas vu comment on faisait. Elle dit, mais vous êtes folle, vous allez vous tuer. La façon de faire, c'est pas du tout ça. Ça se fait en douceur. Vous l'attrapez, vous lui tournez la tête vers son dos en la tirant un peu et elle s'assoit. Et après, il n'y a plus qu'à la tirer. Elle fait de l'amélioration continue. Enfin, elle n'est pas continue. Hein. Je peux vous dire que si je refais une tonte de mouton, je ne vais pas l'améliorer. Elle est parfaite, celle-là, cette méthode, je ne la changerai pas. Hein. Alors, l'amélioration continue, c'est du changement perpétuel. Danielle Linhart, qui est une sociologue spécialiste dans le travail et le management, dit qu'en fait, c'est une pression exercée en permanence sur les salariés qui font qu'ils vont améliorer leur façon de faire, qu'ils vont chercher des idées d'amélioration et qu'ils vont eux-mêmes modifier en permanence leur environnement de travail qui va les déstabiliser. Ils ont plus de repères, ils n'ont plus de certitude puisque les choses changent. Ils vont essayer d'apprendre, d'à nouveau maîtriser ce qu'ils font. Et ça va rechanger. Donc ça va créer au fur et à mesure un certain épuisement. Si on fait de l'amélioration continue, on va pouvoir créer des nouveaux postes, puisque c'est quelque chose de pérenne. Et moi, j'ai la chance de profiter de ça. Un nouveau poste se crée et je deviens responsable de l'optimisation des processus et des outils du département dans lequel je travaille. Moi, je suis super contente. Je me dis, je vais pouvoir améliorer les choses pour mes collègues, pour leur rendre le travail plus facile. En fait, je me rends pas compte à ce moment-là que je participe à la spécialisation, à la séparation et à la hiérarchisation des tâches. Vous savez, c'est le principe du taylorisme, la segmentation des activités. En fait, on enlève aux salariés, aux employés, leur connaissance et leur pouvoir de décision sur ce qui les concerne, leur travail. Alors je vais citer différents auteurs. J'ai mis la liste des ressources au fond de la salle. C'est Christophe Dejour, qui est psychanalyste, psychiatre et spécialiste en psychodynamique du travail, qui explique qu'un des intérêts du travail, c'est d'être en capacité de surmonter des obstacles en faisant preuve de nouvelles compétences. Et qui sont, si on est libre pour faire ce genre d'activité, on prend du plaisir, on est enthousiaste, c'est motivant. Alors vous imaginez, moi j'arrive, tada, c'est moi maintenant qui vais m'occuper de l'amélioration de votre façon de faire. Non, vous vous en occupez plus. Je leur enlève la partie du travail qui est presque la plus intéressante. C'est comment ils peuvent eux-mêmes améliorer leur façon de travailler. Et puis moi, au fur et à mesure du temps, je perds mes connaissances du terrain, donc je deviens de moins en moins légitime à leur expliquer comment il faudrait qu'ils bossent. Bref. Alors, ça c'est un grand changement quand même dans l'organisation de mon entreprise. Un autre grand changement qu'on a vu, ce sont les indicateurs de performance. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ça. Ouais, d'accord. Alors, moi, il y a toujours quelque chose qui me grattait dans la façon de nous présenter les choses. C'était sans mesure, il n'y a pas de performance. Alors, il n'y avait pas d'indicateur avant, mais il me semble quand même qu'on bossait, qu'on sortait des choses. Bon, votre voiture, si le compteur il marche pas, elle peut démarrer et vous emmener d'un point A à un point B. Bref, sans mesure, il n'y a pas de performance, je comprends pas. Néanmoins, il a fallu mettre en place des indicateurs de performance. Et à ce moment-là, j'ai été petite manager. Donc, j'ai défini les indicateurs de performance par rapport à ce que je connaissais du terrain, que je connaissais bien, manager opérationnel.
Dans les essais cliniques, on travaillait surtout sur des indicateurs, sur des délais. S'il faut 15 ans au total pour développer un nouveau vaccin, c'est vrai que si on n'en met que 13, ça peut être intéressant pour la société. Donc on mesurait beaucoup de délais. Par exemple, le délai entre la mise à disposition de cette base de données cliniques et puis le début de l'analyse statistique. Il y avait du temps de vérification des données, des contrôles, des corrections. Hop, il fallait faire ça en moins de 2 semaines. Et puis, il y avait encore un autre exemple que je peux vous donner. Quand la base elle est prête, il faut faire l'analyse statistique. Le rapport devait commencer 4 semaines après. Et si on est en delà de ce seuil, c'est qu'on n'est pas bon. On n'a pas atteint l'objectif, le seuil qui avait été donné. Roland Gori, qui est professeur en psychopathologie, explique le côté pervers des indicateurs qui va nous conduire à mener des stratégies pour atteindre l'objectif identifié par l'indicateur. C'est la loi de Goodhart. En fait, à partir du moment où on donne un objectif à une mesure, on pervertit la mesure. Et pour vous expliquer ça, un exemple que j'ai trouvé, c'est pendant la période coloniale française à Hanoï, il y avait une épidémie de rats. Et donc, ils ont mis en place un système de primes pour qu'il y ait des chasseurs de rats. Et donc, pour prouver qu'ils avaient bien chassé les rats, on leur demandait de ramener la queue du rat. Donc voilà, quelques temps passent, et puis en fait, on voit dans la ville des rats sans queue se promener. Parce que les chasseurs ne sont pas bêtes, ils se sont dit, on va surtout chasser des queues, pas forcément des rats. Et donc, ils capturaient les rats, ils leur coupaient la queue, ils les remettaient en liberté. Et voilà le côté pervers des indicateurs. Les indicateurs à vélo. Il me semble qu'on en a déjà entendu parler. Je faisais des rencontres à vélo. Il y a des gens qui me posaient des questions bizarres. Tu fais combien de kilomètres par jour? Et c'est un vélo électrique? À quelle vitesse tu vas? Moi, j'avais pas besoin de ça pour prendre du plaisir à vélo. Par contre, eux, ils étaient conditionnés. Ça me heurtait. Ils avaient besoin de savoir ce que je faisais pour donner une valeur, valoriser, estimer, surestimer, sous-estimer. J'avais un compteur. Le compteur, je l'utilisais pour savoir exactement où j'étais, en fait, dans mon trajet de la journée. Je l'utilisais pas pour de la performance. Mais un jour, il tombe en panne. Je change les piles, ça paraît logique. Et puis, il repart pas. Je me suis dit, tant pis. Et ce qui est top, c'est que je me suis sentie encore plus libre de ne plus avoir de compteur. Il y a eu des changements qui ont été plus dramatiques dans la société, comme des fermetures de sites. En 2009, en France, avec toutes ces fusions, il y avait par exemple 14 sites de recherche et développement. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. Vous imaginez les conséquences sur les emplois. Ça me fait penser à un des PDG de la société qui était là à cette époque. C'était Christopher Wibarer, de 2008 à 2014. Et il est là à un moment où 6 des 7 principaux médicaments de Sanofi vont perdre leur brevet. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est découvert est protégé par un brevet, donc ce qui permet d'exploiter en ayant le monopole de l'exploitation. Donc ça voulait dire qu'il y allait avoir une grosse perte de chiffre d'affaires. Une très grosse, puisque ça a été estimé à 40% du chiffre d'affaires de la société. Donc, Tracy Wibarer, qui arrive à ce moment-là, a pris un certain nombre de décisions, dont la décision de fermer des sites.
Et il y a eu 5000 suppressions d'emplois à ce moment-là, ce qui diminuait la masse salariale, ce qui augmentait la trésorerie, ce qui était un très bon signe pour les actionnaires. En 2014, la moitié des revenus de Sanofi ont été reversés en dividendes aux actionnaires. La moitié des revenus. Alors, aujourd'hui, je me questionne quand même. Moi, j'étais rentrée pour travailler sur des vaccins, mais est-ce que c'est ça le métier que je fais toujours? Ou est-ce que c'est enrichir les actionnaires, l'objectif majeur de la société? Après, et actuellement, on a Paul Hudson comme directeur, PDG de Sanofi. Alors lui, déjà, il a commencé par un programme en interne, il l'a appelé Win to Play. Play to Win. Jouer pour gagner. Alors, je ne sais pas à quoi on joue quand on est salarié chez Sanofi, mais en tout cas, il faut gagner. Et lui, pour gagner, il a décidé de se débarrasser de la branche grand public. Vous savez, les produits qui se vendent sans ordonnance, Doliprane, Malox, Lysopaïne, Ducolax, Novanui. Ça représente pourtant une bonne part de marché, ça représente 12% du chiffre d'affaires de Sanofi. Donc c'est intéressant. Ben oui, mais c'est pas aussi intéressant parce que c'est plus sous brevet tout ça. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de mettre tous les efforts sur des produits innovants. Les produits innovants, ça veut dire que ce sont des produits nouveaux, sous brevet, protégés et qu'on pourra vendre cher. Alors Sanofi, il y a des produits, je vous rassure, il reste beaucoup de produits disponibles, même s'il a décidé en 2021 d'arrêter un certain nombre de projets de recherche, Alzheimer, Parkinson, quelques projets aussi de recherche sur des maladies cardiovasculaires. Alors il reste des choses, heureusement, des anti-inflammatoires, des anticancéreux, la sclérose en plaques, les vaccins pédiatriques, du voyageur, etc. Mais je ne sais pas si la vision de l'entreprise est la même aujourd'hui. Je vous ai dit que cette entreprise a été importante et qu'un des avantages qu'on pouvait y voir en tant que salarié, c'est qu'on avait la possibilité de changer de travail au sein de la société. Ah, excusez-moi. Oui, allô? Madame Palsou. Bonjour. Madame Palsou, oui, je sais bien, vous êtes responsable RH du secteur de Monsieur Gelpost. Oui, Monsieur Gelpost m'a annoncé que j'étais la candidate retenue pour le poste en interne sur lequel j'ai postulé, oui. Il y a un souci? Il n'a pas été budgété? Donc il n'existe pas? Mais c'est quoi ça, cette façon de faire? Ça, c'est ce qui m'est arrivé en interne. Il y avait une ouverture de poste, je postule. Et voilà ce qui est arrivé. En fait, on est passé dans tout le processus de recrutement pour m'annoncer que finalement, il n'y avait pas de poste. Et c'était au moment où les différents services RH de ces entités qui ont fusionné en une seule entité. Les choses étaient tellement compliquées, les gens ne savaient plus, même au sein des ressources humaines, quels étaient les processus à suivre, et on arrivait à ce genre de choses. J'étais un peu en colère. Alors, lundi matin, qu'est-ce qu'on a de neuf dans la messagerie? Alors, message des Américains, ils ont pris leur billet pour Genève, idem pour les Canadiens. Bon, cool, ça s'annonce bien, là, le séminaire organisé dans 2 semaines à Évian.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah bah justement, un message de l'hôtel d'Évian. Madame, nous revenons vers vous suite au devis signé il y a maintenant 2 mois. Celui-ci devait s'accompagner d'un règlement de 30% du montant total du séjour, 45 personnes, 3 nuitées en pension complète, réservation d'une salle plénière, de 2 salles de sous-commission. À ce jour, nous n'avons toujours pas reçu cet acompte. Alors là, grosse montée de pression. Putain, j'ai tout fait. J'ai fait ce qu'il fallait. Il fallait faire des devis, je les ai rentrés dans le système. Mon chef a validé, le surchef a validé, et les autres, ils n'ont pas approuvé. Et de ce fait, on est 2 semaines avant l'événement, et s'il n'y a pas d'approbation, il n'y a pas de paiement. Mais c'est quoi cette façon de faire? C'est quoi cette façon de faire? C'est parce qu'on s'appelle Sanofi qu'on a le droit de traiter nos partenaires, les clients, les fournisseurs de cette manière? Et moi qui travaille pour cette société, moi j'ai honte. J'ai honte de cette façon de se comporter. Alors pourquoi ce genre de choses arrive? Parce qu'on complexifie les choses. On n'arrête pas de complexifier. On intègre dans les processus d'approbation 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui n'en ont rien à foutre. Nous, on est sur le terrain, on organise, on a besoin des informations rapidement. Et ça dure à tel point que ça crée beaucoup de stress. Un autre point qui, de ce fait, a beaucoup pris, ce sont les relations au sein de la société. Parce que, au fur et à mesure de ces changements, les gens se parlaient de moins en moins. Alors, on était aussi sur de plus en plus de sites. Mais même si on était sur le même site, les gens ne se parlaient pas forcément directement. Même peu au téléphone. On utilisait la messagerie, voire la messagerie instantanée. Sur mon dernier poste, j'étais responsable d'une équipe de 5 personnes. 5 personnes, c'est facile. 3 en France, 1 au Canada, 1 aux États-Unis. Alors, il faut qu'on m'explique comment on réussit à mettre en place de la cohésion d'équipe. Parce que forcément, les réunions, elles ont lieu en visio. Et quand elles ont lieu en France, c'est l'après-midi, et en Nord-Amérique, c'est le matin. L'énergie qu'on a, elle n'est pas la même. Entre le matin, on est tout gai, tout frais, et en début d'après-midi, nous les Français, on digère. Et puis surtout, on ne fait pas partie du même environnement. Nos collègues de travail proches, c'est les Américains pour les Américains, les Canadiens pour les Canadiens, les Français qui sont dans le même bâtiment pour la France. Comment on fait en sorte qu'il y ait un sentiment d'appartenance à une équipe, même si on a un objectif qui est commun? Comment ça fonctionne? Alors moi, quand je suis partie à vélo, je vous disais, je suis partie au mois d'octobre, il faisait pas chaud. Et quand je rencontrais des gens, ils me disaient, waouh, vous allez dormir où? Alors moi, j'avais pas ma guitoune, j'avais pas ma tante avec moi. C'était le mois d'octobre. Non, moi, je passais par un réseau qui met en relation des femmes. C'est un réseau qui s'appelle Nomad Sister. C'est un réseau qui permet de promouvoir l'émancipation de la femme par le voyage en toute sécurité. N'importe qui peut être hôte à partir du moment où il y a une femme dans le foyer. Et c'est elle qui accueillera les femmes de passage. Donc, je rencontrais des gens, je leur disais, non, rassurez-vous, je serai au sec ce soir, je pourrai me reposer, me laver, dormir, manger. Mais c'est super ce que vous faites. Et dis chérie, avec les chambres qui sont disponibles, maintenant que les enfants sont grands, on pourrait faire ça. Ça s'appelle comment votre truc là? Alors je redonnais le nom. Et puis il y en avait d'autres, c'était moi je suis à la retraite maintenant, et puis les relations, ça me manque. Je vais faire ça. Et d'autres, ouais, c'est génial, je vais en parler à des copines, et puis on va se mettre haute aussi. Même ma sœur, quand elle a su que je partais à vélo pour plusieurs mois, elle s'est déclarée hôte pour recevoir des femmes. Et quand je rencontrais ces femmes dans les foyers qui m'ouvraient leurs portes, j'étais
reçu toujours d'une manière très agréable, très simple, hein, très humaine, très authentique. Je retrouvais vraiment l'humanité qui existe entre nous. Ça faisait du bien, même si quelques heures avant on ne se connaissait pas, et même si le lendemain on allait se séparer. On discutait, on avait parfois des discussions très profondes, et parfois le lendemain matin, elle me disait ah, mais tout ce qu'on s'est dit hier, tout ce que tu m'as raconté sur ton expérience, sur ce que tu vis, ce que tu fais, mais moi ça a beaucoup travaillé, ça m'a donné des idées, ça m'a ouvert l'esprit sur des possibilités que j'avais dans ma vie. Moi, ça me mettait les frissons. J'étais juste là, de passage, et en communication avec ces personnes. Alors, si on parle maintenant du management, je vous ai dit que j'étais manager, différents postes de manager pendant une quinzaine d'années. J'étais plutôt là en management. Il y avait encore beaucoup de couches de management au-dessus de moi. Donc moi, j'étais manager. J'étais manager, mais j'avais un chef qui manageait plusieurs managers, et puis je manageais une équipe. Donc ce que je vais vous dire, je l'ai vécu et je l'ai fait vivre. Quand j'étais en formation management, on m'avait expliqué qu'il y avait quelque chose qui était très important, c'était la préparation. Vous allez en réunion, il faut vous préparer. Vous allez faire un entretien avec un collègue, vous allez vous préparer. Vous allez à la machine à café, vous allez vous préparer, on ne sait jamais. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va vous demander quelque chose et il faut que vous soyez prêt. Il faut être préparé. Alors ça marche bien, hein. Ça marche. Ça demande du travail, mais ça marche bien. De ce fait, il n'y a pas besoin de... On ne montre pas sa vulnérabilité, et puis on devient une personne de référence. Hein. Ouais, non, Véro, elle sait. Ouais, mais Véro, elle sait pas faire toute seule, forcément. Et ce comportement-là, c'est quelque chose qui vous coupe de votre équipe, qui vous coupe des gens. Elle est où la spontanéité qu'on peut avoir dans des échanges informels? À force de tout préparer, quelle est la marge de manœuvre qu'on laisse à la créativité, aux idées, à l'expression des gens? C'est ce qu'on m'avait appris en formation de management. Et c'est ce que je faisais. Ce que je faisais beaucoup en tant que manager, c'était de suivre les objectifs et puis d'évaluer les personnes de mon équipe. Ça prenait beaucoup de temps. Alors, une année, vous savez, c'est 12 mois. Une évaluation d'une année, ça devrait donc être sur 12 mois. Nous, on avait un processus qui commençait en novembre et qui finissait en mars. Donc... je ne sais pas ce qu'on évaluait exactement, mais voilà, l'année, elle avait commencé il y a 10 mois et on allait finir de l'évaluer 5 mois. Bref. Alors, comment ça se passe un entretien individuel? En fait, chaque personne de l'équipe va regarder ce qu'il a fait en fin d'année par rapport à ce qui lui était demandé de faire en début d'année. Et puis, il va essayer de dire, voilà, ça c'est super bien fait, ça je l'ai pas fait, mais c'était parce que, et donc on va essayer de trouver des justifications. Et puis moi, en tant que manager, je vais voir si je suis d'accord effectivement avec son évaluation. Et est-ce qu'il a mis tous les moyens en œuvre pour atteindre les objectifs, ou même s'il les a pas atteints, est-ce qu'il a fait tout ce qu'il fallait? Et là, on était aidé par la RH, elle nous donnait des consignes. On utilisait un outil qui est utilisé dans beaucoup de grosses entreprises. Ça s'appelle la boîte à 9 cases. Il y en a qui connaissent? Alors, la boîte à 9 cases, en anglais, la 9 box. La boîte à 9 cases, c'est une grille dans laquelle on nous demandait de classer les membres de notre équipe. Parce que si on fait des entretiens d'évaluation, c'est quand même pour avoir un objectif ensuite de proposition d'augmentation
individuel de salaire. Et donc, comment on le fait? Ben, il y avait cette technique qui nous était proposée. Donc, il y a deux axes. Là, c'est l'axe de la performance. Donc, est-ce que les objectifs, en début d'année, sont définis? Et est-ce que vous avez été en dessous des attentes, au niveau des attentes, ou au-dessus des attentes par rapport aux objectifs définis? Et puis, l'autre axe, globalement, nous, c'était le comportement. C'est la façon dont vous agissez ou vous interagissez pour atteindre vos objectifs. D'accord? Alors là, globalement, vous êtes aux attentes au niveau des performances et vous êtes aux attentes au niveau du comportement. Donc globalement, la plupart des gens, ils vont être là. Et puis alors là, vous êtes top si vous êtes dans cette partie-là. Globalement, vous avez excellé en performance et ou en comportement. Et puis la dernière partie, globalement, il y a quelque chose qui cloche. Vous n'êtes pas forcément au top. Les deux dernières, je mets des points d'interrogation. Là, vous avez super performé avec un comportement de merde. Et là, vous avez rien branlé, mais vous êtes une perle. Alors, mon équipe de basket, mes choupinous, comment je vais faire? Alors, on a gagné le championnat, c'était notre objectif, on a atteint notre objectif, ça paraît logique. Nos 8 cocos, je les mets là. On était au niveau, c'est bon. Ah merde, la RH, ils nous ont dit, il y a une consigne, vous saupoudrez pas. Vous saupoudrez pas. Il faut faire de la différenciation, pas tout le monde au même endroit. Ok, alors, qui est-ce qui sort du lot? Ah Laurence. Laurence sort du lot, elle fait 1m90. Ah ouais, allez. Ma Lolo, je la mets là. Super, allez, hop, terminé de torcher. Merde. Ils nous ont dit aussi que si on mettait des gens en haut, il fallait aussi en mettre en bas. Oui, l'enveloppe des augmentations individuelles, elle n'est pas extensible. Donc moi, si je reconnais le travail, la valeur du travail, des efforts, de ce qui a été accompli pour une personne, il faut que j'en saque une autre. Ça me met en colère. Ça me met vraiment en colère. Qui est-ce que je vais mettre? Victorine, elle court moins vite que les autres. Ça va être Victorine, il faut bien que je mette quelqu'un. Non, je peux pas être Victorine, c'est notre meilleure marqueuse pendant le championnat. Non, c'est impossible. Non, c'est pas possible. Donc Victorine, je voulais la mettre là, je vais la remettre là. Eh ben oui, mais si je la remets là, je peux plus lui mettre là, parce que il faut que j'équilibre, donc je mets tout là. Ah non, je peux pas faire ça, puisque de toute façon... Putain, fait chier. Comment je peux à la fois répondre à ce genre de demande de la part de la RH, tout en restant en phase avec mes valeurs, avec ce que je pense, moi en tant que manager. Et en faisant ça, croyez que j'entretiens la coopération, l'esprit d'équipe de ces jeunes-là? C'est moi, je suis super content, j'ai eu une augmentation. Ah, ok, c'est toi. Je comprends pourquoi j'en ai pas eu. Voilà le genre de choses qui se passaient dans l'entreprise. J'ai fait un bilan à mi-carrière. Dans l'entreprise, on propose ça aux seniors. Juste pour info, dans l'entreprise, on devient senior à 45 ans. Okay. 45 ans, entretien de mi-carrière, et la possibilité de faire bilan à mi-carrière. Donc ça se fait avec un consultant externe à l'entreprise. L'entreprise paye ça. Donc il y a plein d'évaluations, de discussions pour savoir vers quoi j'ai envie de me tourner pour la suite de ma carrière, parce que j'en suis déjà à la moitié, bientôt dépassée.
Et donc, il y a un bilan qui est donné. Et le bilan, à un moment donné, dit ah ouais, madame, vous êtes, en tant que manager, vous êtes très bonne à faire avaler des pilules amères que les gens trouvent finalement pas si mauvaises. Alors moi, j'ai pas réagi à ça. Parce que moi, je suis pro. Moi, quand on me dit, madame, vous êtes bonne à faire quelque chose, je me dis, bah ok, j'ai des compétences. Bon, voilà, j'ai pas analysé ça à ce moment-là. Mais quand j'y pense aujourd'hui, mais c'est plus que dégueulasse. C'est ça le métier de manager? Savoir faire avaler des pilules amères? Selon les psychanalystes, j'ai oublié, la perversion. Selon les psychanalystes, la perversion, c'est faire du mal selon des grands principes, en suivant des grands principes. Donc moi, selon le principe de la réussite, de la performance, je vais faire avaler des pilules amères à des gens. Quand je parlais au début du rôle ingrat des managers, ben on y est. C'est Chapoutot, Johann Chapoutot, qui est un historien. Il a écrit un bouquin qui s'appelle Libre d'obéir. Et dans ce livre, il explique comment le management utilise des notions, des outils soi-disant bienveillants, enfin des notions comme l'autonomie, la liberté, la responsabilisation, pour faire en sorte d'obtenir des salariés qu'ils atteignent leurs objectifs. Qui n'a pas envie d'être autonome, responsable, libre dans son travail? Évidemment, on veut tout ça. Et par le management par objectif, par performance, c'est ce qu'on nous vend. Bon, on définit les objectifs, on est d'accord, c'est bon. De toute façon, hein, je te fais confiance, tu vas y arriver, tu es une pro, tu prendras les bonnes décisions. Et puis voilà, une fois que les objectifs sont définis, on repart avec son sac à dos d'objectifs, et puis on va s'auto-exploiter pour montrer qu'on est à la hauteur pour atteindre ces objectifs. En fait, c'est une forme de soumission psychologique. Les employés se sentent responsabilisés et avoir la responsabilité de l'atteinte des objectifs. Et responsabilisés aussi en cas d'échec. Donc, en fait, il y a une contrainte qui est invisible. C'est un mécanisme qui nous fait agir comme si c'était notre propre choix. En tant que manager, on avait parfois des consignes de communication qui nous venaient d'au-dessus. Et parfois, c'était pas évident à faire passer, surtout quand il s'agissait de parler d'arrêt de projet. Alors, je vous ai parlé de projet, il y a quand même du déchet quand on est en recherche et développement. On sait qu'à un moment, un projet, d'un point de vue scientifique, ça peut ne pas marcher. Et ça, les gens sont capables de le comprendre. Ben voilà, on fait quelque chose et ça ne fonctionne pas. Ben c'est ok, les gens, ils sont pas forcément très, ils sont tristes d'arrêter de travailler sur quelque chose, mais il y a un rationnel derrière. Quand il n'y a pas de rationnel, quand on est impliqué dans des recherches et qu'on vient vous dire stop, on ne travaille plus là-dessus, c'est plus difficile. Parce que c'est pour raisons financières. On a vu ça avec une recherche qui avait démarré sur un vaccin potentiel contre Zika, à nouveau une maladie transmissible par des moustiques, qui avait créé une énorme épidémie, une épidémie très grave. Et donc, un organisme de recherche américain versait des fonds à Sanofi pour collaborer, pour aider la recherche. Cette épidémie, par chance, elle a finalement diminué. L'organisme américain, il s'est retiré. Sanofi a décidé de s'arrêter. Alors on pourrait se dire, bah oui, c'est normal. Ouais, mais scientifiquement, on sait que l'épidémie va revenir. Alors qu'on a investi, on a commencé à bosser, quand elle reviendra,
Il faudra tout remettre en route. Si on avait fini de travailler dessus, on aurait déjà quelque chose de disponible. Ça, c'était pourtant des messages qu'il fallait faire passer. Avec mes collègues managers et mon chef, on avait régulièrement des réunions. Et dans l'entreprise, ils savaient qu'il y avait de la souffrance quand même. Parce qu'un jour, on nous a demandé de travailler à l'identification des personnes qui potentiellement pourraient faire un burn-out. Alors, on nous avait sensibilisés, on nous avait expliqué ce que c'était que le burn-out, quels étaient potentiellement les signes précurseurs. Et on nous disait, soyez vigilants, faites attention à ces personnes. Alors moi, je ne sais pas si mon chef m'avait identifié comme les burn-outables. S'il a été vigilant, en tout cas, il n'a pas été méchant, c'est sûr. Tout s'est bien passé avec lui. En tout cas, ça ne l'a pas évité. Mais c'est quoi? Ça sert à quoi, ce genre de choses? À se donner bonne conscience dans l'entreprise? Parce que si on fait rien de plus, on est là en se disant, ah ouais, celui-là, ça va se passer quand et où et comment? Mais on aura voilà, on est démunis. Lors d'une autre réunion de ce même genre, avec mes collègues managers et mon chef, il y a un de mes collègues qui dit, ouais, dans mon équipe, il a des soucis personnels. Et mon chef qui dit, les soucis personnels, ils restent à l'extérieur de l'entreprise. Vous savez aller au boulot, vous, avec la moitié de votre cerveau? Comment on fait pour nous dissocier? On est un individu à part entière. C'est quoi ce manque d'humanité? Et pourtant, moi, j'ai participé à ça aussi. Je ne le voyais pas. C'était comme ça qu'on faisait, c'était comme ça qu'il fallait faire. On nous demandait de suivre des valeurs de l'entreprise, agiles, flexibles, adaptables. Je ne sais pas s'il y en avait des valeurs dans l'entreprise. Il y avait quelque chose qui était important, c'était surtout de se soumettre, de ne pas s'exprimer, même s'il y avait des choses qui pouvaient nous mettre en colère. Tout ce que je vous ai dit, c'est ce que Marianne Dujarier appelle le management désincarné, en fait. C'est un management où on pense les processus, les méthodes de fonctionnement, les outils, mais on ne pense pas les relations humaines, qui sont pourtant les plus importantes. C'est Maëlys Biji, qui est une sociologue, qui récemment parlait du comportement des cadres et qui disait qu'une étude avait montré que les cadres qui ont des responsabilités de management, si c'était à refaire aujourd'hui, ils ne les prendraient pas. Et le dernier baromètre sur la santé au travail montre qu'il y a un accroissement de la souffrance des cadres, qui sont moins engagés, plus fragilisés, et que le taux d'absentéisme dans cette population augmente. On parlait de l'autonomie. Chapoutot, il dit que l'autonomie qu'on nous donne, en fait, c'est un moyen de pression bien efficace, parce qu'on croit avoir une liberté, effectivement, mais cette liberté, elle nous empêche de contester. Ah ouais, ça se fait pas. On devient, en tant que manager, plus monopolisé sur la façon dont ça fonctionne, sur les résultats qui sont demandés, qu'à passer du temps avec nos collaborateurs pour savoir comment ça se passe, s'ils ont besoin de support. Eux-mêmes passent du temps aussi à faire beaucoup d'activités pas forcément utiles, remplir des outils. Et ils passent de moins en moins de temps sur leur métier, sur ce qu'ils faisaient initialement. Les outils. Je
Je viens d'arriver et là, il y a ma copine Julie, enfin ma copine, elle est récente dans l'entreprise. Hein. C'est une collègue, Julie, elle est manager. Faut que je l'aide un peu. Je suis contente parce que je peux l'aider. Bon, ça fait longtemps que je suis dans l'entreprise. Je lui ai dit qu'elle me contacte quand elle voulait par rapport à l'utilisation des outils dans l'entreprise. Alors, messagerie instantanée. C'est quoi l'application pour faire les demandes d'autorisation de voyage? C'est Travel Approbation. Ah, ok, merci. Je vois pas où rechercher les horaires. C'est normal. C'est dans un autre système. Travel Préparation. Ah, ok, merci. J'ai une notification pour relire une procédure, mais je ne sais pas comment accéder aux documents. Ouais, elle ne connaît pas encore tout. Tu vas dans Proc Dur. C'est quoi le mot de passe? C'est rien, moi, est-ce que c'est le mot de passe? Demande au service support. Je peux te demander encore quelque chose? Bien sûr. Ludivine revient de congé maternité. Elle n'est plus à temps plein, mais à 4/5. Faut donc que je note ça dans un système, j'imagine. Tu imagines bien? Tu vas dans le système ressources présence et dans l'onglet personnel, tu vas trouver Ludivine, tu saisis 08 à la place de 1. Ah ok, merci encore. Ah oui, et puis Bertrand a posé des congés, c'est dans le même outil pour les valider? Ben non, c'est dans ressources absence. C'est pas le même système et le mot de passe est différent. Bon, alors j'ai un peu amplifié, mais globalement c'était ça. Toutes ces entités elles avaient déjà leurs outils informatiques et on a décidé de ne faire qu'un seul outil. Mais on faisait un seul outil par thème. Donc de ce fait, des outils, on en avait tout autour de la taille. C'est Ève Chiapello, qui est sociologue, et Patrick Gilbert, qui est professeur en sciences de gestion, qui ont écrit un article sur la sociologie des outils de gestion, justement, et qui explique le côté politique de ces outils de gestion, en disant que finalement, ça rigidifie la façon de faire, ça réduit aussi l'autonomie, donc ça aliène des individus et ça déshumanise la façon de travailler. Donc ça, c'est le dernier exemple que je voulais vous donner avant de vous parler plus généralement de la souffrance au travail. Alain, le philosophe, dit « Le travail, c'est souffrir ». Comme ça, c'est dit. Alors, auparavant, cette souffrance, elle était gérée de manière collective. Les gens vivaient la même chose. Ils faisaient partie des mêmes organisations. Ils se soutenaient. Ils cherchaient la façon de faire en sorte que ça soit moins difficile. Ils avaient des trucs. Ils se les partageaient. Et puis cette souffrance, c'était pas une souffrance individuelle. Je suis pas à la hauteur. Je vais pas savoir faire. Non, c'était une souffrance collective parce que les gens étaient pressés, on leur était soumis et on leur demandait de suivre des cadences, des résultats qui étaient difficiles à obtenir. Et des fois, quand ils étaient en collectif, ils obtenaient des résultats par rapport à ce que leur demandait leur patron. Un exemple plus général et global, c'est mai 68 avec la grève dans les usines pendant 3 semaines. Les salariés ont obtenu gain de cause. Et le patronat s'est dit, on ne va pas se faire avoir une deuxième fois. Il va falloir qu'on change des choses. Et ce qu'on va changer, c'est en fait les collectifs. Si le fait d'être soudé, ça a donné ça, on va casser les collectifs. Et de ce fait, on va individualiser la gestion du travail. En plus, ils vont nous dire que c'est pas pour notre bien, mais c'est ce qu'on voulait. Parce que ces gens qui travaillaient, ils voulaient plus d'autonomie. Donc, avec la gestion individualisée du travail, vous allez avoir plus d'autonomie. Vous allez pouvoir prendre des initiatives.
Donc c'est comme ça que ça a été vendu, si on peut dire. Et c'était une évolution. En fait, tout ce que je vous ai dit sur le management, c'est cette façon individualisée de gérer le travail, où en fait, on s'intéresse plus à Véro, la statisticienne, à Michel, le gestionnaire de projet, à Vincent, attaché de recherche clinique. On s'intéresse vraiment à Véro, Michel, Vincent. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte qu'ils soient entièrement à la disposition de l'entreprise, sous couvert de leur libre consentement. De ce fait, on est les individus, on n'est plus les professionnels maîtrisant un métier, des compétences, des savoir-être. On perd cette professionnalité. À la naissance de ma fille, j'ai pris un 4/5e, ce que je n'avais pas fait pour mon fils. En fait, il ne s'est pas passé 2 mois avant que je rappelle l'entreprise pour lui dire que je mettais fin à mon 4/5e. Parce que j'avais besoin de travailler. J'étais pas à ma place. Il se passait des choses dans l'entreprise. Je devais contribuer. Je devais travailler dans tous les outils que je vous ai cités. Il fallait que je travaille. Je travaillais beaucoup. D'ailleurs, j'avais fait une formation sur la communication. En fait, on commençait par faire un questionnaire pour savoir quel était notre profil. Et on allait apprendre, selon le profil des autres personnes, comment on allait communiquer avec elles. Alors, lui, il est quoi? Ah oui, d'après le profil, il faut que je lui dise bonjour sur ce ton, sinon il va mal le prendre. Lui, il a un profil... Ah ouais, non. Alors là, il faut pas que je lui parle comme ça. Non, mais n'importe quoi. Bref, mon profil, travailloman. En anglais, workaholic. Pour oublier quoi? Encore une fois, on m'a pas forcé. C'est moi qui ai librement consenti et à reprendre le travail et à travailler sur des amplitudes qui étaient très importantes. En fait, on sait très bien, ou les entreprises savent bien que la santé des travailleurs et la performance de l'entreprise, ça se joue au niveau de l'organisation du travail. Et c'est pas sur l'organisation du travail que l'entreprise va mettre ses efforts. C'est sur les salariés. S'ils souffrent, on va leur proposer la méditation. Oui, Luc? Excusez-moi, c'est mon chef. Oui. Quelle formation en compétences douces je dois faire l'année prochaine? Alors, il y a compétences techniques ou compétences douces. En anglais, c'est hard skills ou soft skills. Donc, les compétences techniques, c'est le cœur du métier. Et les autres, c'est justement tout ce qui concerne le comportement. J'en ai fait beaucoup, hein, tu sais déjà. Donc... Ah, tu les as pas? T'as pas la liste de ce que j'ai fait déjà? Attends, je vais te dire. Tu notes? Alors, comment bien communiquer? Comment gérer ses émotions? Comment gérer les conflits? Mieux se connaître pour mieux travailler avec les autres. Manager le bien-être au travail dans son équipe. Décoder la communication non verbale. Lâcher prise. Mettre son énergie au bon endroit. Bien vivre les changements. Développer son potentiel grâce aux neurosciences. Prévenir, gérer, dépasser les conflits. Ouais, j'en ai fait une un peu similaire. Anticiper face à la pression du quotidien. Donc nous, on a aussi vu se mettre en place un programme de méditation de pleine conscience. Eva Illouz, qui est une sociologue, parle de la privatisation de la souffrance au travail.
En fait, la souffrance collective dont je vous ai parlé, elle n'existe plus. On considère que si on n'est pas bien au travail, c'est nous, c'est moi, c'est ma souffrance, elle n'est pas forcément la même que quelqu'un d'autre. Donc c'est à moi de travailler dessus. Et donc ces outils de développement personnel, j'ai rien contre le développement personnel, c'est quand ils sont utilisés dans cet objectif-là. C'est de dire, bah, faites des formations, vous allez aller mieux. De ce fait, vous n'allez plus voir les problèmes dans votre entreprise de la même manière. D'ailleurs, est-ce que vous allez voir qu'il y a des problèmes? Non. Donc, vous n'avez pas besoin de vous insurger, de dire qu'il y a des choses qu'on a besoin de changer. Donc, c'est ça qu'elle appelle la privatisation de la souffrance sociale. J'ai même vu arriver chez Sanofi un poste assez original. On ne m'a pas demandé si j'avais envie de le prendre. C'est Chief Management Officer, responsable du bonheur au travail. En fait, moi, j'avais l'impression que plus les employés souffraient, plus ça allait mal, plus elle se cachait les yeux et voilà, elle mettait en place des choses bizarres. J'ai jamais rien compris à ce poste. Je ne comprends pas ce poste. D'ailleurs, quand j'en ai parlé à un copain, il a dit que je me foutais de lui. Il ne pensait pas que ça existait. Pardon? Pardon. Oui, j'ai Chief Happiness Officer, donc responsable du bonheur au travail. Bref, un poste qui n'a pas beaucoup d'utilité. Je vous ai parlé de cancer au début. Est-ce qu'il y a un lien entre le stress, le burn-out, le cancer? Il y a beaucoup de recherches qui sont faites sur le sujet, sur l'animal, sur les animaux. Il y a des choses qui sont en cours, mais aujourd'hui, c'est pas avéré. Moi, je pense qu'il y a un lien dans la façon dont on vit et dont on survit dans nos entreprises, qui peuvent en tout cas générer non seulement une souffrance psychologique, mais aussi de la souffrance au niveau physique. Moi, l'évolution de l'entreprise dans laquelle j'étais, je ne l'ai pas voulu. Ni son système mortifère. Il y avait une vision au début. Moi, j'y croyais à cette vision. Mais l'ambition de la société, elle est passée de quelque chose qui concernait les humains à quelque chose qui concernait la finance. Et puis le management, je vous ai dit, moi, ce que je croyais. Le management, pour moi, c'est être proche de son équipe, c'est connaître un métier, une technique, et contribuer à la réussite du collectif. Moi, c'est comme ça que je voyais le management. Mais l'entreprise, c'est pas comme ça qu'elle voyait le management. Le management dans le système capitaliste, c'est faire de la gouvernance. En fait, je crois que j'ai beau avoir été plus de 15 ans manager, j'adhérais pas à cette définition de ce qu'est le management dans les grandes entreprises. Il faut avancer, il faut rien dire, il faut toujours améliorer, et il faut toujours aller plus vite. Si on ne suit pas la cadence, le rythme, le tempo de la machine, elle nous écrase. Mon seul acte de résistance, finalement, ça a été de tomber, de m'écrouler, de ne plus faire les choses comme il faut, de ne plus assurer mes responsabilités. Ce qui est assez contradictoire, c'est que je suis tombée pour sauver ma peau. Et puis je suis partie à vélo. Quand on fait du vélo, on est en contact avec la nature. On a tous nos sens qui sont éveillés. On ressent la pluie, le souffle du vent, la chaleur du soleil. On sent les odeurs, les parfums. On voit l'activité dans les champs ou l'inactivité. On entend les oiseaux. On a le temps de laisser nos pensées divaguer. Et puis, on a un super pouvoir. On a le pouvoir de décider de l'endroit où on veut aller.
et à la vitesse à laquelle on peut aller. Le vélo, quand on a fait un burn-out ou un cancer, ça a des vertus. Ça a des vertus sociales parce que on peut pratiquer à seul ou à plusieurs, faire des rencontres. Le fait de faire de l'exercice génère des endorphines qui luttent contre l'anxiété, le stress. On reprend confiance en soi. On a à nouveau un sentiment de compétence. Et puis, d'une manière générale, il y a des études qui montrent que le taux de récidive après un cancer est limité s'il y a une reprise d'activité douce. Alors, mettons-nous tous au vélo. Bon, moi, je me suis mise au vélo. Bon, mais dans ce monde où j'essaye de décoder cette culture capitaliste, je n'ai pas tout compris encore. J'ai du chemin à faire. Je sais pas que je reviens de loin. Hein. J'ai été intoxiquée pendant 30 ans. Quand j'ai voulu recommencer à travailler à mon compte, j'ai voulu travailler à aider les équipes et les managers des grosses entreprises à travailler mieux. Ah ouais, vous pouvez vous dire, vous n'avez rien compris, celle-là. Un peu crétine, hein. Enfin, je vous permets pas. Bon, pourtant, vous auriez raison, effectivement. Je crois que j'ai pas réalisé que non, c'était pas possible. Je vous l'ai dit, hein. Je pouvais plus travailler dans ce domaine-là. Et puis l'entreprise que j'avais créée, je l'avais appelée comme un succès réussi ensemble. Ah, on m'a dit, ah ouais, t'es pas un désintoxiqué encore. Hein. Réussir, succès, des mots qui parlent d'évaluation, de performance. Ouais, ça marche pas encore. Hein. Bon, si on garde commun et ensemble, moi ça me parle. Hein. Mais c'est vrai que j'ai été un peu crétine. Je me suis pas rendu compte de plein de choses. Je me suis pas rendu compte du système dans lequel je travaillais, et je me suis pas rendu compte non plus que moi, en tant que femme, je faisais tout bien comme il faut, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris à faire, tout bien comme il faut, pas l'ouvrir le moins possible, pas se mettre en colère non plus. Oui, mais c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on va faire changer les choses. Combien il va falloir encore de burn-out pour que ça change? Comment on peut faire pour se réapproprier et surtout à nouveau exercer nos métiers? Il y a des façons de faire différentes. J'ai lu récemment un article qui disait que 20% des salariés aujourd'hui considèrent que leur travail est au centre de leur vie. Il y a quelques années, c'était 60%. Donc la place du travail change. Et puis, il y a les jeunes qui arrivent sur le marché du travail, la génération Z. Eux, ils ont du mal avec cette organisation hiérarchique. Une personne qui ordonne et des personnes qui exécutent, quitte à ce que ça soit néfaste pour leur santé. Eux, ce qu'ils veulent, c'est du sens, c'est des explications, c'est comprendre, c'est pouvoir apprendre de nouvelles choses, c'est faire en sorte qu'il y ait une ambiance sympa dans leur environnement de travail. C'est leur comportement, c'est aussi de dire quand ils sont pas d'accord. Et c'est aussi de quitter leur entreprise quand ils y trouvent plus leur place. Alors je sais que je parle pas pour tous les jeunes, hein, je parle des jeunes dans mon environnement de travail ou de ceux qui ont fait des études, etc. Néanmoins, il y a des façons de changer les choses. On peut travailler aussi dans des entreprises comme les SCOP qui appartiennent aux salariés et qui sont gérés par les salariés. J'ai récemment découvert aussi les travaux de Bernard Friot et le concept de salaire à vie qui permet de penser collectivement le travail pour tous. Et son programme, son projet s'inscrit dans quelque chose de plus global qui a pour objectif de diminuer l'injustice sociale et de mieux répartir les richesses.
si on est nombreux à penser ça, on a peut-être la possibilité de faire bouger les choses. Moi, j'ai un rêve, et j'aimerais qu'il se réalise. C'est un monde dans lequel chacun trouve du sens dans son travail et puisse en vivre dignement. Alors, si vous en êtes, eh bien, faisons équipe et travaillons ensemble. Le compte à rebours est lancé. 5, 4, 3, 2, 1, go! Merci. 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 Merci.